suis la dernière personne avant la fin. Et en plus, il y a eu du retard. Mais bon, on va essayer d'avoir du fun ensemble. Donc, merci, bienvenue. En plus, on a du champagne, Pernod Ricard, franchement. On l'a pas fait exprès, je vous assure. Franchement, c'était pas calculé. C'est complètement, voilà, c'est comme quoi les choses se font bien. Donc, bonsoir, je m'appelle Lobna. Je travaille chez Pernod Ricard depuis bientôt 4 ans. Je suis Stratégie Portfolio Director et je suis très heureuse d'être là avec vous aujourd'hui. Alors, je vais vous parler de Pernod Ricard, je vais vous parler de la tech chez Pernod Ricard. Mais comme je ne suis pas sûre que vous connaissiez toutes Pernod Ricard et notre groupe, je vais juste d'abord vous rappeler 2-3 petites choses. Le groupe Pernod Ricard a été fondé en 1975 de la fusion de Pernod et Ricard. Oui, Ricard, vous savez, le pastis, etc. Voilà, je n'aime pas le Ricard, je tenais à le dire. Et on peut travailler chez Pernod Ricard, ne pas boire d'alcool, puisqu'on fait aussi un certain nombre de marques sans alcool. No low alcohol. Voilà. Je n'ai quand même à le préciser, puisque quelqu'un m'a fait une remarque tout à l'heure. Donc Pernod Ricard, qui existe depuis 5 décennies, a grandi principalement par l'acquisition de différentes marques. Ces marques-là, pour vous donner aussi une petite idée, aujourd'hui on possède plus de 240 marques dans le monde. Il y en a certaines que vous devez connaître, comme Absolut, Jameson. Moi j'ai passé mes 3 dernières années là, à Dublin. Il y a aussi Beefeater, le gin, il y a aussi Royal Salute, etc. Enfin, il y a un portfolio de marques qui est assez impressionnant. Et d'ailleurs, c'est le portfolio de marques dans le marché qui est le plus large. On a un grand concurrent qui s'appelle Diageo. Il n'a pas un portfolio aussi large que celui-ci. Donc là, je tenais quand même à le dire, hein, dédicace à Diageo. Pernod Ricard, c'est un groupe qui compte 20 000 employés qui sont basés partout dans le monde. On distribue nos produits dans plus de 160 pays et on a 95 sites de production. Alors maintenant que vous avez compris un petit peu plus ce qu'est Pernod Ricard, et c'est sympa qu'on ait du champagne qui est en train d'être préparé juste après. Merci, j'adore. Ce que je vais vous expliquer, c'est pourquoi Pernod Ricard s'est transformé, pourquoi on a fait ce qu'on est en train de faire aujourd'hui chez Pernod Ricard et dans la tech. Alors, ce qu'il faut savoir, je vous ai expliqué tout à l'heure que donc cette année, on va fêter nos 50 ans. Ça y est, on fête notre demi-siècle, le merge Pernod Ricard. Et en fait, le groupe a connu une forte acquisition par le rachat de marques. Pour faire ce rachat de marques, on a toujours développé un esprit très entrepreneurial, toujours très rapide, time to market, super sharp. Le résultat, en fait, ça nous a permis effectivement d'acquérir ces 240 marques. Ça nous permet aussi d'avoir des fondations qui sont super solides sur le marché, quand d'autres aujourd'hui ont vraiment du mal. Je pense par exemple à la maison Moët Hennessy aujourd'hui qui passe sur une période très difficile parce qu'ils étaient très focalisés sur le cognac et le champagne. Et le cognac aujourd'hui sur le marché connaît des moments très difficiles en termes de consommation, en particulier dans l'Asie. Nous, grâce à notre portfolio très diversifié, en fait aujourd'hui on s'en sort assez bien. Voilà. Et donc on a des fondations qui sont très solides et cet esprit entrepreneurial, c'est aussi un système qui à la base était très décentralisé. Et la tech était aussi très décentralisée à l'image des métiers. Alors ça a très bien fonctionné pendant 5 décennies, mais aujourd'hui on a atteint une telle taille, une telle échelle mondiale que cette décentralisation sur la tech nous empêche de grandir comme on en a besoin. Donc ce qu'on a décidé, il y a un peu plus de 2 ans, c'est de devenir une Global Tech organisation. Pour vous donner juste quelques chiffres, un ordre d'idée, à la base, il y avait, je crois, 11 DSI régionales, et on a convergé ces 11 DSI régionales au sein d'une seule DSI globale. Un point aussi que je tenais à mentionner ici, vu qu'il n'y a que des femmes, j'aime beaucoup la non-mixité qu'il y a ce soir, c'est que nous sommes la seule entreprise du CAC 40 qui a une femme DSI. Vous pouvez aller vérifier sur Google, nous sommes les seuls. Et ça, c'est très important parce qu'avec son impulsion aussi, on a décidé de mener cette réorganisation pour devenir une Global Tech organisation. Et aussi, c'était pour tacler cette décentralisation. Il faut savoir que pour une entreprise de 20 000 employés de notre taille, on a un parc applicatif de 2500 applications, qui est juste énorme. Donc, on est aussi en train de rationaliser ça pour être plus efficace. Et donc, concrètement, cette évolution qu'on a faite, on l'a fait aussi au niveau de l'entreprise. Alors attention, ça c'est la seule slide de consultante que j'ai de la soirée.
Voilà, désolée, j'étais consultante chez Accenture pendant 7 ans, je ne peux pas m'en empêcher. Donc voilà. Alors, vous inquiétez pas, ça fait peur un peu, mais c'est cool. Donc, qu'est-ce qu'on explique ici? C'est très simple. C'est qu'en fait, la tech est au centre de l'entreprise. On ne peut pas aujourd'hui avoir une entreprise qui est à l'échelle mondiale et qui souhaite prospérer si elle ne met pas au centre de son business, au centre de sa société, la tech, et notamment toute la partie data et intelligence artificielle. Donc ce changement qu'on a entrepris sur la tech, c'est aussi un changement d'entreprise puisque l'entreprise aussi se transforme, et attention, ça c'est assez rare, autour et avec la tech. Et ça c'est un vrai shift qui est important. On n'est pas un centre de coût, on fait partie du business et on est embarqué avec le business. Un autre point aussi important, les technologies évoluent énormément. Je vais vous donner un exemple tout con. La Gen AI, il y a 3 ans, quand je voulais utiliser la Gen AI pour me permettre, par exemple, de créer la documentation technique utilisateur et m'aider au bug fixing sur un source code que je lui donnais, je ne pouvais pas le faire il y a 3 ans avec la Gen AI. Aujourd'hui, tout le monde le fait. Aujourd'hui, c'est super facile. Aujourd'hui, quand je dis, on me dit, mais bien sûr, Lobna, c'est facile, on peut le faire. Oui, ben mon coco, il y a 3 ans, on pouvait pas le faire. Et donc, on acknowledge aussi que les technologies changent énormément. Et nous, Pernod Ricard, étant donné qu'on fait du sales, du marketing, du manufacturing, de la prod, de la logistique, de la supply, du HR, de la finance, il y a à peu près tous les métiers que vous voulez chez Pernod Ricard, on doit s'appuyer sur l'ensemble du spectre des technologies aujourd'hui qu'on a. D'où l'importance que la tech soit au centre du modèle de croissance de Pernod Ricard. Donc j'insiste vraiment sur ce point-là, puisque cette transformation de la tech, on est les premiers en fait à le faire chez Pernod Ricard. On embarque la transformation globale de l'entreprise. Et pour ça, on a décidé de faire 7 changements principaux. Et c'est des changements où on est sur un shift, où on est quasiment, j'aurais envie de vous dire, sur du 180. Le premier point important, c'est que la tech est vraiment dans l'agenda stratégique de l'entreprise. Notre CIO, donc notre DSI, Hélène Chaplin, qui d'ailleurs reçoit ce soir un prix qui est le prix de la DSI qui a fait la transformation la plus impactante pour son entreprise. Voilà, quand même. Et donc, elle a un siège dans l'Excom. Donc on discute ensemble, elle discute avec les directeurs et directrices métiers de la stratégie de l'entreprise, des M&A, etc. Un autre point aussi important, c'est qu'on est passé sur un modèle produit, où on s'attache à délivrer de la valeur. D'accord ? On ne fait pas quelque chose juste pour faire plaisir au directeur du Chili, par exemple, ou que sais-je. Non, on le fait parce qu'en fait, on a calculé la valeur. Et le troisième point important, les équipes tech sont responsables de bout en bout de l'ensemble des produits qu'ils délivrent. Donc ça, c'est vraiment le mode produit agile. Donc, tout ce qu'on produit, tout ce qu'on délivre, tout ce qu'on développe, on s'en occupe aussi en maintenance, de bout en bout. L'autre point aussi super important, c'est que on travaille de plus en plus. Je vous avais dit tout à l'heure, on avait initialement un parc de 2500 applications. Donc ça aussi, c'est quelque chose sur lequel on travaille pour le rationaliser et l'harmoniser. Parce qu'on ne peut pas fonctionner at scale avec autant de diversité, on ne peut pas être efficace. Donc là où on peut, on harmonise et on globalise, tout en gardant la proximité avec les métiers. Je vous montrerai tout à l'heure notre schéma organisationnel qui nous permet à la fois d'être globalisé, mais de garder la proximité avec tous nos métiers, puisque si vous vous souvenez, je vous ai dit qu'on était présents dans 160 pays. Donc il faut aussi garder ce contact-là. L'autre point qui est super important, c'est qu'on a créé aussi des hubs géographiques. Donc, en fonction des zones géographiques, on a effectivement des appétences métiers qui sont différentes. Par exemple, quand on est aux États-Unis, les top marques aux États-Unis, ça va être Absolut, Malibu et Jameson. Et ils n'ont pas les mêmes habitudes de consommation que, par exemple, Indonésie, qui est, by the way, si vous ne le saviez pas, le premier pays où il y a le nombre de pratiquants musulmans au monde. On a aussi une grosse consommation de Jameson, le whisky, et de Ballantine's. Voilà. Et donc ça aussi, l'Asie, ils ont leur propre modèle de consommation. La Chine, c'est beaucoup le cognac et le luxury, donc le Royal Salute et le Perrier-Jouët. Donc il y a des habitudes de consommation comme ça différentes avec les consommateurs. Et donc nous, du coup, on crée des hubs de talents dans le monde. Concrètement, sur la tech, on a des hubs principaux qui sont sur Paris, Londres,
New York, Sao Paulo, Singapour, Shanghai et Gurugram en Inde. Et donc comme ça, en fait, on couvre les zones principales géographiques où on a du business. L'autre point super important, c'est le shift au niveau des talents, où effectivement, et c'est pour ça qu'on est présent aujourd'hui, on recrute et on réinternalise de plus en plus certaines expertises et certaines fonctions, parce que c'est important que nous, on ait la connaissance et qu'on comprenne ce qu'il y a dans nos applications et dans nos systèmes. Et le dernier point, et là je suis désolée, je vais le faire en anglais, parce que ça sonne vachement mieux en anglais qu'en français en fait. Comme je vous disais tout à l'heure, on est passé sur un modèle produit agile où on a l'ownership end-to-end de tous les produits qu'on délivre. Et pour nous, le point important, c'est de driver par la valeur et la data. Et pour nous, c'est de s'assurer qu'on va délivrer the right product at the right time, for the right purpose, at the right momentum for our consumers. Et ça, c'est super important d'avoir cette justesse, je dirais encore plus dans ces temps qui peuvent être parfois assez incertains économiquement parlant. Donc vraiment driver par la valeur et la data. Alors une fois que je vous ai dit tout ça, comment on a évolué ? Alors, ce qu'on a décidé de faire, c'est de faire une transformation en mode produit agile, mais on l'a fait en mode agile, c'est-à-dire par itération, par incrément. Ce qu'on a décidé, c'est que on allait définir différentes images de notre organisation au fur et à mesure pour nous permettre d'arriver là où on en est aujourd'hui. Et un des points très importants pour nous, c'est qu'on a créé, avec Global Tech, une nouvelle image, et c'est pour ceux qui sont venus nous voir à notre stand, c'est le Tech with a Twist. Et on a créé carrément notre image de marque, parce qu'il ne faut pas oublier que Pernod Ricard, c'est aussi une société de marketing et de commerciaux. Donc nous aussi, à la Tech, on fait un peu de marketing. Et c'est le Tech with a Twist pour redonner justement un sentiment de, comment on dit, pride, fierté et de communauté de faire partie de la Tech chez Pernod Ricard, puisqu'aujourd'hui, on est déjà 650 employés internes dans le monde. Et d'ici à 2 ans, on vise d'être 810. Donc on continue de recruter effectivement énormément dans nos différents hubs géographiques, dont Paris. Et là, sur les différents piliers que vous voyez ici, il y en a juste un sur lequel je vais faire un focus, parce que sinon là, ça va nous prendre des heures. Et puis, je vois tout ce qui est en train de se passer à l'arrière. Donc, celui sur lequel je vais faire un focus et qui pour moi est super important, c'est Tech as a Talent Magnet. Et pourquoi pour moi c'est important ? C'est parce qu'en fait, je me souviens, il y a 3 ans et demi, quand notre DSI, Hélène, nous a rejoints. Moi, j'étais déjà depuis quelques mois dans la boîte. Et en fait, on discutait déjà de cette transformation. Et on s'est dit, on est des femmes dans des positions de leadership. La DSI, quand on l'a rejoint chez Pernod Ricard, sur les positions de leadership, il n'y avait que 10% de femmes. Et on s'est dit, on se sent seul. Et on s'est dit aussi, cette entreprise, elle est en train de grandir, elle nous a embauchés pour une raison, elle avait un agenda pour nous, et donc on a commencé à travailler sur comment on allait transformer la tech pour la globaliser, et on s'est dit que, en tant que femme dans des positions de leadership, on va faire cette transformation, et on va la faire avec un agenda clair sur la diversité et la parité homme-femme. Et on l'a affiché clairement, on a des objectifs là-dessus. Et pourquoi c'est important ? C'est parce qu'en fait, en ayant cet agenda qui a été affiché et qui est d'ailleurs complètement soutenu par l'Excom, puisqu'aujourd'hui on a un Excom qui est complètement paritaire 50-50 chez Pernod Ricard. On n'a pas attendu l'objectif, je crois que c'était 2030 pour les boîtes, je sais pas quoi. Nous, on l'y est déjà depuis quelques années. On s'est dit, on va mener cette transformation et on va recruter plus de talents féminins et on va commencer par le leadership pour créer des rôles modèles. Et donc aujourd'hui, en l'espace de ces 3 ans et demi, on est passé de 10% dans les leadership positions de femmes à 40%. Et comme ça, on crée des rôles modèles. Et là, petit à petit, on va aussi embaucher plus à la base pour créer justement ce système où on va avoir un funnel qui va grandir et avoir de plus en plus de femmes dans la tech. Et pour nous, c'est un point très important puisque les femmes représentent 52% de l'humanité. Donc la tech ne peut pas se passer de 52% de l'humanité. C'est impossible. Autre point important que je voulais partager avec vous, c'est que quand on a mené cette transformation, on s'est dit, on a une occasion aussi en plus de créer une ERG. Donc ERG, ça veut dire Employee Resources Group, qui est The Global Women in Tech Network. Donc j'ai fondé ce groupe avec notre DSI, en même temps qu'on est devenu une Global Tech organisation.
Ce groupe, c'est comme d'autres groupes que vous pouvez avoir. J'ai vu AXA qui en parlait tout à l'heure. Et d'ailleurs, je les ai rencontrés, les femmes d'AXA, à la fondation Femmes at Numérique, il y a quelques mois. Et en fait, on a des points communs. Donc déjà, nous, on est organisé avec une core team où il y a des hommes et des femmes. Ok ? Donc ça veut dire que la core team qui travaille avec moi sur ce réseau, j'ai des mix aussi bien de genre, mais aussi de personnes qui viennent de différents endroits. Dans la core team, j'ai des personnes qui sont basées à Paris, à Londres, en Inde, aux États-Unis et au Brésil. Donc non seulement on a la diversité de background, mais aussi de genre. Ensuite, on a des ambassadeurs qui sont là en fait dans les différents hubs géographiques. On en a une quarantaine et qui nous aident à organiser différents événements et qui sont un peu nos yeux et nos oreilles. Et enfin, on a des followers. Les gens qui vont s'inscrire, les gens qui nous follow sur nos news, qu'on va mettre sur les MyPortal, etc. Et ces personnes, on a fait un choix, c'est que ça peut être des personnes de la tech et des personnes qui ne sont pas de la tech. Et en fait, aujourd'hui, la communauté a plus de 2 ans. Et en fait, on a moitié de personnes qui nous suivent qui sont de la tech et l'autre moitié, c'est pas des personnes de la tech. C'est personnes du marketing, du commercial, de la production, etc. Puisque les sujets qu'on va driver ici, donc sur la sensibilisation par exemple, on va parler des biais de genre, on va parler de comment créer un meilleur équilibre entre la vie pro et la vie privée. On va aussi expliquer aux gens comment tu peux devenir un champion de l'inclusion, et pas juste dans les mots, mais dans les faits. On va aussi animer des ateliers pour aider les gens justement à réaliser certaines choses. Et on fait à la fois des ateliers en non-mixité et en mixité. Parce qu'en fait, il y a des sujets, on sait très bien que si c'est mixte, les gens vont pas parler. Ça marche pas. Donc on choisit aussi sciemment d'avoir des ateliers qui sont en non-mixité. Et on a aussi un autre aspect très important, c'est qu'on travaille avec nos RH et nos équipes de recrutement. Parce que c'est bien beau d'embaucher plus de femmes, mais comment on les retient ? Aujourd'hui, statistiquement, il est prouvé que vers l'âge de 35 ans, on a beaucoup de femmes qui partent de la tech et qui quittent la tech. Donc il faut aussi qu'on comprenne pourquoi c'est dans ces âges-là qu'elles quittent la tech. Donc on travaille avec elles pour mieux recruter plus de femmes, mais aussi pour retenir les talents. Et on développe même des accompagnements et des formations spécifiques pour les femmes pour les aider à gérer leur carrière. Parce qu'on sait très bien que nous, on a des choses qu'on doit gérer que les hommes n'ont toujours pas à gérer. Ça, on en est très consciente. Donc, on agit aussi sur ces aspects-là pour les aider à grandir dans leur carrière. On a aussi des femmes, par exemple, là j'ai une collègue qui, à son retour de congé maternité, est passée de acheteuse IT à architecte. Donc, on est en train de la former pour devenir architecte. Et sachez que dans le monde, aujourd'hui, on n'a que 10% de femmes architectes. Dans la cybersécurité, on en a entre 12 et 13%. Donc autant vous dire qu'il y a quand même des boulevards pour les femmes aujourd'hui, c'est juste énorme. Donc il faut qu'on les saisisse. Et le dernier point, donc cette communauté globale qu'on anime avec nos ambassadeurs, et c'est grâce à cette communauté aujourd'hui qu'on arrive à adresser différents sujets que nous, on doit traverser en tant que femmes de la tech. Alors, la New Global Tech Organization, à quoi ça ressemble ? Parce que je vous en ai parlé, mais en fait, en gros, c'est quoi ? Alors, c'est très simple. Cette organisation, et il y a certaines d'entre vous que je reconnais qui sont venues nous voir dans le stand, on a ici toutes les fonctions transverses. Dans les fonctions transverses, vous allez retrouver la cybersécurité, l'architecture, vous allez retrouver aussi mon département, où on travaille sur la stratégie, le portfolio management, les processus. En fait, c'est la tour de contrôle de la DSI. Voilà. Donc, les fonctions transverses. Et on a aussi notre propre département dédié à la finance. Parce qu'en fait, comme on est devenu une grosse organisation globalisée, en fait, on a notre propre directeur financier. Ensuite, ici, Cross Product and Services. C'est ici que vous allez retrouver, pour moi, c'est le cœur du réacteur. Vous avez tous nos ingénieurs, vous avez toute l'expertise. C'est là, par exemple, vous avez les software engineers, vous avez l'ERP, vous avez aussi toute la partie intégration, l'infrastructure, le network. C'est ici, c'est le nerf de la guerre. Et ici aussi, on a des gros besoins de recrutement actuellement dans les différents hubs géographiques et aussi à Paris. Les capabilities, je vais vous le traduire, c'est là où on a les product owners, product managers, les business analysts. Si vous vous souvenez, on est sur un mode produit agile. Ici, c'est beaucoup de personnes qui ont des profils de techniques, c'est des technico-fonctionnels, c'est-à-dire que ils doivent pouvoir parler aux développeurs, ils dirigent des squads, d'accord, qui délivrent les produits, qui les maintiennent, mais ils doivent aussi pouvoir parler à des métiers,
dans un langage humain compréhensible et accessible pour des gens qui n'ont pas fait de la tech. Et donc ces personnes-là, elles sont clés pour traduire les besoins métiers et ensuite permettre de les traduire en produits qu'on va délivrer. Et enfin, les personnes qui sont côté proximity. Ça, c'est un rôle super important pour nous, puisque ce sont des équipes qui sont basées un petit peu partout dans le monde. Et ce sont des équipes qui, aujourd'hui, vont nous permettre d'être nos yeux et nos oreilles dans toutes nos filiales, dans toutes nos management entities. Et c'est grâce à eux qu'on a le retour de comment nos produits sont adoptés. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe bien? Est-ce qu'il y a un nouveau besoin? Et c'est grâce à eux aussi qu'on va avoir une bonne adoption de tout ce que l'on fait. Et ces personnes-là sont essentielles pour faire en sorte que ce modèle global puisse fonctionner. Puisque sans ces personnes-là, on n'a pas d'yeux, on n'a pas d'oreilles, et on ne sait pas si ce que l'on fait fonctionne bien ou pas. Et enfin, pour finir, ah oui, c'est vrai, il y a une animation sur celle-ci. Voilà, ça y est. Ah, j'aime pas les animations. Donc, le point important ici, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On construit une organisation avec des personnes. Le résultat où on a abouti, ça nous a pris, là, pour l'instant, 2 ans. On est toujours en train d'évoluer, puisque en fait, c'est un peu de la permatransformation, hein, vu que le marché autour de nous n'arrête pas de changer. Cette transformation, on ne l'a réussi que grâce aux personnes et avec les personnes. On ne peut pas réussir seul à franchir un obstacle, à gravir une montagne. Donc pour nous, c'était super important de dire que investir dans les formations, investir dans l'accompagnement de nos employés, c'est pas une option. C'était nécessaire et c'est la fondation de tout ce qu'on a fait. Et on a clairement affiché un agenda sur la diversité et on a clairement fait valider avec l'Excom des objectifs sur le sujet. Et aussi parce que Pernod Ricard a toujours été engagé sur ces sujets-là. C'est un peu, j'aurais envie de vous dire, dans l'ADN du groupe de Pernod Ricard de faire ça. Et enfin, parce que je sais que je suis votre dernière conférence avant la fin de la journée, je voudrais juste vous partager ces 4 grands points qui pour moi sont super importants par rapport au travail que l'on a fait. Tout d'abord, on a travaillé notre business case pour cette transformation en expliquant clairement que nous sommes au centre de l'entreprise, la tech et la data sont essentielles pour notre croissance. Donc, on est transparent sur ce que l'on délivre, quand on le délivre et pourquoi on le délivre. Et on travaille main dans la main avec les métiers. Donc, ils nous accompagnent et on les accompagne aussi dans cette transformation. C'est pas juste la tech qui se transforme, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, c'est toute l'entreprise. Et on le fait ensemble, pas à pas, incrémentalement. Et le dernier point que je vous ai dit tout à l'heure, pas de savings sur l'upskilling. Si vous voulez réussir avec vos employés, si vous voulez réussir avec votre organisation, il faut effectivement accepter d'investir. Et ça, pour nous, c'était un point qui était super important. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on rejoint Pernod Ricard, nous, effectivement, on s'assure que les personnes aient le bon niveau et les bonnes formations. Et on investit aujourd'hui, côté Global Tech, à ce sujet pour nous permettre de réussir. Et ceci, c'est ma conclusion. Si vous voulez vous connecter sur mon LinkedIn, on avait le stand là-bas. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Je crois qu'il y a une jolie table qui est en train de se dresser. Merci beaucoup. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là. Merci. Vous êtes à peu près combien actuellement sur les transformations? Parce que j'imagine que maintenant, c'est une double transformation qui est à la fois culturelle et à la fois sur les métiers. Donc, ça fait quand même 2 grosses transformations. Donc, vous êtes à peu près combien pour pouvoir gérer Pour l'équipe de transformation? Ouais. Ok. Alors, nous, effectivement, on a encore une équipe qui est dédiée sur la transfo. Aujourd'hui, on est sur... côté tech, on est un peu moins sur environ 10 personnes aujourd'hui. Après, je ne sais pas côté métier, parce que j'ai pas nécessairement, mais aussi les équipes métiers ont effectivement aussi leur propre Transformation Director et leurs équipes de transformation, puisque elles aussi, avec le marché qui a énormément changé dans les spiritueux, là, en particulier là, le post-Covid, du coup, elles aussi sont aussi en train de se transformer et ont leurs équipes de transformation. Et d'ailleurs, on a créé une gouvernance où on travaille ensemble sur justement les milestones, les programmes à faire, les initiatives stratégiques, pour que justement on puisse les faire de façon concertée et ensemble, tech et business. Et comment vous faites pour embarquer les différents, moi, ce que j'appellerais les différents marchés, mais les différents pays?
qu'il y a aussi, il peut y avoir des différences culturelles. Oui. Je pense que ça peut être différent en Indonésie, aux États-Unis et en France. Donc, comment vous faites pour aligner ces différents pays sur la culture et la transformation globale de l'entreprise? Pardon? Pardon, moi, j'ai juste dit grâce aux petites oreilles. Oui, alors, c'est ce que j'allais dire. Tout à fait. Yeah! Donc ça veut dire que je viens d'expliquer. Donc effectivement, on a les personnes côté proximity qui nous aident énormément pour ça. Et aussi, on a un concept qu'on appelle des management entities. Par exemple, il y a Latin America, North America, Africa, Middle East, etc. Et en fait, au sein de chacune de ces management entities, il y a un transformation director ou une transformation director. Et cette personne aussi, c'est avec cette personne qui a aussi des équipes de transformation. Et c'est grâce aussi à ces équipes de transformation qu'on a sur les différentes management entities qui nous permettent justement de voir les écarts, comprendre quel va être l'effort d'adoption qu'on va devoir faire d'une filiale à une autre, d'une région à une autre. Parce qu'effectivement, il y a des différences culturelles, c'est normal, bienvenue dans le monde, et c'est normal, non mais oui, mais c'est une très bonne question, et donc c'est pour ça que je disais qu'on est dans une entreprise globale, mais on a aussi gardé une proximité, parce qu'on vient quand même d'un passé qui est hyper décentralisé, et pour nous, c'est crucial aussi d'être proche vis-à-vis de toutes ces filiales, parce qu'à la fin du jour, nous, on ne réussit que grâce à tous nos consumers. Donc on doit être aussi à l'image de tous nos consommateurs et nos consommatrices dans le monde. Et c'est grâce aussi à tous ces relais, toutes ces transfo teams qu'on a un peu partout, qu'on arrive à driver ça. C'est un énorme effort d'entreprise, mais c'est nécessaire. Donc en fait, ça veut dire qu'il y a aussi derrière une stratégie de change management, je suppose, pour gérer. Oui, tout à fait. Y aurait-il une autre question? Yes! Un portfolio, alors, nous avons ce qu'on appelle des portfolio management officers chez nous. Ces personnes-là vont être rattachées à des portfolio directors. Alors, non, en fait, ils me reportent à moi, ils sont dans mes équipes. Voilà. Et donc, ensuite, on va les détacher sur un périmètre donné qui, en fait, par exemple, je vous ai montré tout à l'heure là, les capabilities. On en a une qui est orientée, par exemple, sur toutes les solutions sales et marketing. Donc, on va avoir, par exemple, un portfolio management officer qui va être détaché sur le portfolio sales et marketing et qui va travailler main dans la main avec la portfolio director, parce que c'est une portfolio director. Et elles vont travailler. Et d'ailleurs, la portfolio officer sur ce périmètre est aussi une femme. Voilà, c'est que des femmes. Et donc, elles vont travailler ensemble sur tout le portefeuille d'initiatives et d'épiques qui est en cours, l'outiller avec roadmap, définir les chemins critiques, les dépendances avec les équipes, et le portfolio management officer va travailler avec le portfolio director pour orchestrer, organiser, mettre en place toutes les cérémonies, les rituels, avec les KPI aussi pour suivre, aussi bien d'adoption et de performance. Donc il y a à la fois un travail un peu en continu, et aussi un travail un peu plus spot lors des cérémonies. Et comme on est sur une agilité à l'échelle, on a l'équivalent des PI planning qu'on peut avoir sur Safe, où tous les quarters, on revoit les roadmaps, on revoit les dépendances, et là, le portfolio management est essentiel, puisque la portfolio management officer va permettre justement d'avoir le bon niveau de préparation pour cette revue qui est tous les trimestres. Un rôle central, puisque grâce à cette personne, on a la bonne articulation et la bonne orchestration de notre gouvernance, de nos processus et de nos outils sur tous les portfolios et de façon harmonisée. Alors, on me fait signe qu'il faut que j'arrête. Je vous remercie. On peut continuer les questions après. Je suis là, je reste là, donc n'hésitez pas à venir me voir. Et encore merci.